Ok, donc maintenant qu'on a couvert en fait les bases de l'utilisation de Burp Suite, on verra un des aspects les plus puissants du framework, c'est le repeater. Ok, donc on va voir comment utiliser le repeater pour manipuler et renvoyer arbitrairement des demandes capturées, ainsi que certaines des options qui sont malheureusement plus lentes. Je sais pas comment ils le traduisent, niftier, de ce super outil. Enfin, on verra une série d'exemples avec un exercice réel et je pense qu'on fera une injection de faille SQL, ok, pour voir un peu tous les aspects théoriques de cette salle. Ok, donc maintenant vous devriez être un peu plus à l'aise. On va voir le répéteur, le fameux répéteur. Je vous ai dit, on fait des replay attaques et quand on fait des replay attaques, on va rejouer l'attaque. Ok, donc avant de commencer à utiliser Repeater, il sera utile d'avoir une bonne idée de ce qu'il fait en fait. Repeater nous permet de fabriquer ou de relayer des requêtes interceptées à une cible à volonté. Ok, en termes simples, cela signifie que nous pouvons prendre une requête capturée dans le proxy, la modifier et envoyer la même demande à plusieurs reprises autant de fois que nous le souhaitons. Alternativement, nous pourrions créer des requêtes à la main, un peu comme nous le ferions, à partir de l'interface de Command Line Interface avec un outil tel que curl. Ok, je vous ai montré maintes et maintes fois dans mes CTF comme vous pouvez aller requêter sur un point de terminaison, sur n'importe quoi en fait, via curl. Ok, on peut, surtout on s'en sert pour communiquer avec des API ou récupérer des fichiers, bref, extraire de la donnée, on va dire, très succinctement. Donc cette capacité à éditer et renvoyer la même requête plusieurs fois rend Repeater idéal pour un type de fouille manuelle sur un point de terminaison. Bon là c'est mal traduit, mais vous avez compris le principe. Ok. Euh, grâce à la GUI, en fait, on va pouvoir faire des charges utiles à la demande avec de nombreuses vues. En effet, on a un moteur de rendu, un graphique, je vous en ai parlé, c'est le navigateur qui est intégré déjà à Burp Suite, et c'est sûr qu'on aura une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus objective euh, en se servant de Burp que si on devait faiser à la main, ok, ou énumérer à la main. Ok, donc l'interface du repeater. Le repeater, il est là, ok, et on a toujours parté sur ce principe. On a quoi? On a une communication machine cliente serveur, ok. Donc la requête, elle est faite du côté client. Votre client, c'est quoi? Je le répète pour que ça rentre bien dans votre tête. La requête est faite par votre navigateur web, ok. S'intercale en attaque de l'homme du milieu le navigateur, le burp suite, pardon, le proxy burp suite. Et à partir de là, eh ben, il va pouvoir gérer à la fois donc, les requêtes de votre navigateur, c'est-à-dire le front-end, hein, et les réponses renvoyées par le serveur à votre navigateur, aka le back-end. Ok? Donc ça, il faut que ça soit bien clair. Réponse, c'est le serveur qui m'envoie la réponse. La requête, c'est moi qui l'envoie au serveur. Ça sera tout le temps comme ça. Ok? Donc ça, ayez bien ça en tête. Et maintenant, on va voir les différents modules. Donc, tout en haut à gauche de l'onglet, on a une liste de demandes de répéteurs en fait. Nous pouvons voir de nombreuses demandes différentes passant par répéteur. À chaque fois que nous envoyons une nouvelle demande à répéteur, elle apparaîtra ici. Donc très souvent, l'erreur qu'on fait quand on est néophyte, en fait, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on oublie. Fermez-les. Si vous en avez plus besoin, vous les fermez. Comme ça évitera qu'elles s'accumulent et que vous ayez besoin de chercher, en fait, tout simplement. Ok? C'est beaucoup plus ergonomique et quand vous avez utilisé une requête, elle vous sert plus, pensez à la fermer avec la petite croix. Sinon, vous allez, comme je vous disais, avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Après, ça devient vite un gros bordel. Ok? Donc ça, c'est bon à savoir. Ensuite, on a quoi? On a directement sous la liste, donc c'est la numéro 2, vous voyez ici. Donc directement sous la liste de demandes, on a le contrôle des demandes en cours. Ça aussi nous permet d'envoyer une demande pour, par exemple, je sais pas, envoyer une demande, annuler une demande de suspension, avancer, reculer dans l'historique des demandes. Ok, ça va nous permettre de nous balader, comme je vous disais, au niveau de l'historique. Ok, toutes les requêtes qu'on a faites. Ok. Ensuite, on a quoi? On a la partie 3 toujours à côté, sur le côté gauche de l'onglet, mais occupant la majeure partie de la fenêtre. Nous avons la vue de demande et de réponse. Ok, ça c'est la vue de demande et de réponse. Je vous en ai parlé. Ça c'est mon navigateur qui envoie au serveur et ça c'est le serveur qui me répond. Ok? Donc la réponse apparaîtra dans réponse et la requête apparaîtra dans
requête ou demande. Ok? Donc, vous inquiétez pas, hein, si ça n'a pas trop de sens en ce moment, vous aurez beaucoup de choses à apprendre. Bah, le plus dur, c'est de se familiariser, hein, avec l'outil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au-dessus de la section demande et réponse, sur le côté droit, se trouve un ensemble d'options, numéro 4. Ici, hein, je vous conseille pour filtrer la vue, en fait, hein. Par défaut, généralement, vous êtes côte à côte, hein, mise en page horizontale, comme dans la capture d'écran. Cependant, vous pouvez également choisir de placer au-dessus ou en dessous les uns des autres, ce qu'on appelle la disposition verticale, ou dans des onglets séparés, vue combinée, qui est encore mieux pour étudier les logs. Ok? Donc ça va nous permettre de quoi? Bah, tout simplement de modifier la mise en page des vues de demande et de réponse. Ok? Ensuite, sur le côté droit, numéro 5, on a quoi? On a l'inspecteur. Extrêmement puissant, l'inspecteur va inspecter justement les requêtes, les demandes, hein, pour les analyser, et on va pouvoir les éditer de manière un peu plus intuitive qu'avec l'éditeur brut, hein. On va se focaliser sur des métadonnées. Et si je veux uniquement modifier le cookie, je vais cliquer dans l'inspecteur sur cookie, je pourrai le copier, le coller, le modifier. Ok, ça m'évitera d'aller chercher dans les logs et modifier ma requête. Donc c'est vous qui voyez, hein. Ça c'est en termes d'ergonomie, en termes de... Pareil, certaines personnes préfèrent travailler directement sur la requête ou la réponse, d'autres préfèrent aller sur la requête ou la réponse et chercher les métadonnées via Inspector. En tout cas, pour rechercher une métadonnée, hein, qui est dans une requête HTTP, HTTPS, il n'y a rien de mieux qu'Inspector. Et enfin, on a quoi? Eh ben, on a le 6, ok? Numéro 6. Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, c'est au niveau de notre cible, hein. On aura l'adresse IP ou le domaine à qui on envoie les requêtes, hein, qu'on est en train d'attaquer techniquement, hein. Ok? Et si jamais on utilise le repeater avec d'autres parties aussi de Burp Suite, vous inquiétez pas, bah, tout simplement ça va être rempli automatiquement. Ok? Sinon, ça sera en target not specified, hein. La cible n'a pas été encore définie. Ok, donc il faudra se familiariser, hein, vous-même. C'est en passant du temps. C'est comme un jeu vidéo. Plus vous y jouez, meilleur vous êtes. Et ben là, c'est pareil. C'est comme un jeu vidéo. Plus vous y jouez, meilleur vous serez. Alors, maintenant, voyons un petit peu l'usage basique du repeater. Ok? Donc, comme je vous le disais, on va faire une replay attack. On va faire c'est pas du die and retry, mais ça va être du trial and error, hein, des essais et des erreurs, jusqu'à trouver, bah, la bonne combinaison qui va fonctionner pour nous. Ok? Donc, la fenêtre utilisation de base, comment ça se passe techniquement? Hein. On va donc penser à envoyer au répéteur CTRL R. Moi-même, il va falloir que je me mette au raccourci. Et donc, bien que nous puissions créer des demandes à la main, il serait beaucoup plus courant et simple de capturer la requête dans le proxy et de l'envoyer à un repeater, hein, pour lui demander soit d'éditer, soit de renvoyer la requête, ok, et voir comment le serveur va répondre. Donc, avec une requête capturée dans le proxy, vous savez, on passe en mode interception. Nous pouvons envoyer au répéteur soit en cliquant sur le bouton de la souris sur la demande, soit en choisissant envoyer au répéteur, soit en appuyant sur CTRL R. Ok? Donc, on voit on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Ok? Le plus simple, c'est peut-être de faire clic droit, hein, et send to repeater, ou de faire un contrôleur. Ok? Il est où envoyé au repeater? Parce qu'ils vous le disent, mais... ok. Bon, bref, revenons à nos moutons. Ok? Donc en revenant à Repeater, hein, on va dans Repeater. Donc nous, ça se passe dans quoi? Dans Proxy, on intercepte la communication dans Proxy, ok? Et une fois qu'on a renvoyé à Repeater, on va aller dans Repeater. Et là, on a notre requête, qu'on a demandé de renvoyer à Repeater, qui a été interceptée par le Proxy. C'est exactement l'identique, ok? Donc là, vous aurez la première, là, vous aurez la deuxième, là, vous aurez la troisième, la quatrième, comme je vous disais tout à l'heure. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, déjà, on va pouvoir jouer sur les filtres. Ok, hein, vous pouvez utiliser des regex, vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein. C'est comme un contrôle F. Ok, ça vous permettra de passer d'une requête à une autre. Ok, si vous en avez plusieurs, encore une fois. L'inspecteur, comme je vous disais, va venir récupérer toutes les métadonnées, hein, les attributs au niveau de la requête, là, les paramètres au niveau de la requête aussi, enfin de la demande, là, de la requête, dans le body, hein, puisque vous savez que, bah, qu'est-ce qu'on a? On a des requêtes HTTP et elles ont un header, un en-tête, et elles ont un body. Ok?
Donc tout ça, on va pouvoir récupérer les cookies et récupérer les headers, tous les en-têtes, là, comme je vous disais, aller faire ce petit CTF sur HTTP, le protocole HTTP, pour mieux comprendre comment fonctionne tout simplement une requête HTTP, ok? Et puis, quelles sont les méthodes GET, POST, qu'on verra constamment. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va voir un peu les éléments cibles et inspecteur donc affiche maintenant des informations. Hein, mais on n'a pas encore de réponse puisqu'on ne l'a pas envoyé. Si on l'envoie sur envoyé, ok, on a notre réponse qui va s'afficher. Hein, qu'est-ce que j'avais là? J'avais rien. Je clique sur send et une fois que c'est envoyé, j'ai la réponse du serveur. Ok, réponse que je vais pouvoir analyser. Ok, donc si nous voulons changer quoi que ce soit à propos de la demande, nous pouvons simplement taper dans la fenêtre de demande et appuyer hein, à nouveau sur envoyer. Ça mettra à jour la page de droite. Par exemple, changer l'entête connexion en open plutôt qu'en close entraînera un en-tête de réponse connexion avec une valeur de keep alive. Hein, ça c'est au niveau du réseau. Ok. Voilà, on voit la différence. Hein. C'est passé en keep alive, là on était en connection close. Ok. Donc, pop, 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 et on pourrait utiliser les boutons d'historique à droite, à gauche, envoyer, reculer, voilà, c'est ce que je vous disais. Ok, on va se servir de ces boutons, le paramétrage si vous voulez aller voir, et après, donc, renderer, vous serez directement dans le navigateur intégré à Burp Suite, X si vous voulez avoir le retour en hexadécimal, raw, format brut, hein, pas de mise en forme, et pretty, ça va vous mettre des couleurs. Très souvent, on utilisera soit le pretty, soit le render. Ok, si on a besoin de récupérer de l'hexadécimal, on ira dans X. Ok, donc on va capturer une demande hein, dans le proxy et on va l'envoyer au répéteur. Ok, on va commencer simplement, mais que vous compreniez bien. J'ose espérer. Alors, oui, bon, on va laisser là en plein écran. Je vais me prendre l'adresse IP, on va passer sur un autre bureau, on va pas s'emmerder. Ok, je vais lancer mon Chromium. Vous connaissez le bail. Donc on est reparti. On arrive, premier réflexe, je vais sur proxy, je vérifie que l'interception est bonne. Parfait, j'utilise mon navigateur. Et là, on voit que la requête est interceptée 10 205 113. Ok. Là, on a commencé à intercepter notre requête. Ok. Donc je peux forward, hein, on va forward. C'est il m'a chargé le bastion. Parfait. Ok, donc là, vous voyez, à chaque fois que vous interceptez, hein, ça mouline, et c'est normal. Ok, c'est un peu le même résultat quand on pousse une RCE via un web shell, hein, et qu'on récupère la main via un listener netcat. On voit que quand on a piraté le serveur, hein, on a notre navigateur qui mouline, et derrière on récupère la main via notre listener en reverse TCP. Ok, c'est le même délire. Ça bloque, ça fige le navigateur, mais c'est une situation normale. Au début, c'est un peu déroutant, mais c'est parce qu'il attend, comme je vous disais dans ma vidéo d'introduction, aux actions que vous voulez faire. Ok. Donc là, on voit qu'on a un paquet d'actions. Hein. Vous pouvez tout à fait faire clic droit. Et pour le l'envoyer au repeater, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez tout. Ok, ça c'est important. Vous faites un CTRL A, ça doit marcher. Ça, CTRL A, ça marche aussi. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire CTRL R ou Send to Repeater. Ok? Et comme je vous disais, ça y est. Là, maintenant, on a notre requête. Pour avoir une réponse, il faut qu'on l'envoie. Hein, on l'envoie, et là, vous voyez, comme je vous disais, à vous de voir ce que vous préférez le plus. Ok? Moi, j'aime bien cette vue. Euh, voilà, comme ça, c'est pas mal. Là, en bas, j'ai les réponses. Et là, j'ai la requête. Ok? Donc ça, il faut bien que ça soit clair. Et après, comme je vous disais, en fonction de la mise en forme, alors là, c'est assez succinct, mais le renderer, il marchera pas. Mais vous, ça va vous charger le Chromium intégré. Le raw, il est comme ça. Le pretty, des fois, la différence, elle est légère. Hein. Donc là, on va demander hein, tout ce qui est retour chariot, retour à la ligne, hein, pour voir au niveau du formatage, de l'encodage. Et vous avez également des actions hein, qui sont possibles là-dedans. Ok, hein. Donc, si on doit faire simple, au niveau de l'affichage, on a quoi? On a pretty, joli, c'est l'option par défaut. Elle prend la réponse brute et tente de l'embellir légèrement, ce qui la rend plus facile à lire. La réponse brute, elle est pure et non embellie. Généralement, c'est même en noir et blanc. Là, ça m'étonne que, ouais, ça m'étonne qu'il y ait des couleurs. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. Hein. Vous aurez du bleu pour les choses importantes. Là, notamment, c'est tout ce qui est header.
et vous aurez le reste en noir. Ok. Ensuite, on a hexa, hein, donc ça va prendre la réponse brute et ça nous donne une vue en octet de celle-ci, hein. C'est utile si la réponse est un fichier binaire. Ok. Si on travaille sur les fichiers binaires, bah oui, on va travailler en hexa. Et le rendu, comme je vous disais, le rendu, bah, ça va venir charger le navigateur intégré euh, qui va grandement vous faciliter la vie. Ok? Donc, comme je vous le disais, on a affiché les caractères non imprimables, hein, ici. Et bah voilà, ça va permettre, hein, d'avoir tous les caractères, les anti-slash R, anti-slash N, hein, retour chariot, retour à la ligne, hein, qui font partie intégrante en fait, hein, des headers HTTP lorsqu'ils sont interprétés. Ok. Donc là, on voit déjà toutes les options d'affichage et quelle option d'affichage permet la réponse dans le même format que votre navigateur? C'est une très très bonne question. Ça doit être Pretty. Ah, je sais. Quoi? Renderer? Tel quel? Renderer? Non? Bah merde alors. Alors là, je ne comprends plus. Render? Ouais, bah ouais. Ouais, juste pour une majuscule. Putain, c'est vraiment des chacals. Donc, l'inspecteur. Comment ça se passe notre petit inspecteur? Ok, donc à bien des égards, un inspecteur est entièrement complémentaire au champ de demande et de réponse de la fenêtre repeater, hein, ce que si vous comprenez comment lire et modifier les requêtes HTTP, vous constaterez peut-être que vous utilisez rarement Inspector. Comme je vous le disais, cela dit, c'est un excellent moyen d'avoir en fait une vue plus détaillée des demandes et des réponses afin d'expérimenter directement pour faire des modifications. Ok? Et à l'aide de l'inspecteur de niveau supérieur, ça affecte les versions brutes équivalentes. Donc grosso modo, qu'est-ce que vous faites? Vous allez travailler, hein, sur les valeurs et pouvoir les modifier en temps réel, hein, sans avoir à modifier la requête, comme je vous disais. Ok? Donc c'est très utilisé, hein, au début, quand on débute, ça va nous faciliter. On aura peut-être un peu de mal à, voilà, à lire directement, à modifier directement. Je préfère peut-être travailler, voilà, de request header. Je veux changer quoi? Je veux changer l'encoding. Ok? Je vais pouvoir modifier ou décoder même la valeur et appliquer les changements. Ok? Donc, on voit directement bah, tout ce qu'il y a sous le capot en fait, hein, de votre navigateur web. En fait, hein. Ça, vous le savez peut-être pas, mais toutes ces valeurs, elles sont gérées par votre navigateur web et on peut changer notre user agent. Je peux mettre Toto, le hacker de la NN100. Ok, et bah, là, à chaque fois que je me connecte à un site web, bah, ça sera Toto le hacker de la NSA. Ok, apply. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a changé le user agent. Toto, le hacker de la NSA. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc voilà, l'inspecteur, très utile. Au début, franchement, servez-vous-en, hein, ça va permettre de vous balader facilement, hein, de modifier tout ce qui est modifiable. Ok? Si vous avez zéro, bah, c'est que soit il va falloir ajouter un paramètre, hein, vous pouvez tout à fait en ajouter. Ok?
ajouter un cookie, ce que vous voulez. Soit, ben, vous voyez que là, il y a 8 et 6. Hein, donc, grosso modo, j'ai quoi? J'ai 14 paramètres que je peux modifier. J'en ai 8 qui sont dans le request headers et les autres qui sont dans le response header. Et je développe, hein, et j'ai tous les détails. Ok? Donc, voilà, pensez à faire ça, ça va vous faire gagner un temps fou et c'est super utile. Ok? Donc là, c'est ce que je vous répète, hein, on peut modifier la requête GET vers une autre méthode HTTP, changer de protocole, HTTP1, HTTP2. Donc voilà, tout se passe là-dedans. Ok, hein. Donc, voyons quand même quelques sections. Donc les paramètres de requête, hein, ils font référence aux données envoyées au serveur dans l'URL. Hein. Si je fais une requête GET hein, à HTTP admin try hack me, redirect égale false, hein, il existe un paramètre de requête, ok, appelé redirect avec la valeur false. Ok? Et ça, vous voyez que le point d'interrogation redirect, hein, on utilise tout le temps. Hein. La variable, elle s'appelle redirect et c'est un paramètre de requête. Ok? Mais le redirect, il est où? Il doit être. Ouais, bref, on s'en fout. Paramètres de corps, donc ça c'est dans le body. Ok? Dans le body, les paramètres de requête, mais aussi qui font la même chose, pardon, que les paramètres de requête, mais pour les requêtes POST. Hein. Tout ce que nous envoyons sous forme de données dans une requête POST apparaîtra dans cette section. Ok? Ce qui nous permettra de, à nouveau de modifier les paramètres avant de les renvoyer. Ensuite, on a nos cookies de demande qui contiennent, comme vous pouvez vous y attendre, une liste modifiable de cookies qui sont envoyés avec chaque demande. Enfin, on a les headers de demande hein, qui permettent d'afficher, d'accéder, de modifier euh, tous les headers, les entêtes hein, au niveau de nos demandes. Ok? Et ça va nous permettre de voir un petit peu comment le serveur web répond hein, à des entêtes qui sortent un peu du lot et qui sont inattendues et peut-être pousser le serveur à la faute, l'application web à la faute. C'est ce qui nous permettra de découvrir des failles, c'est ce qui nous permettra de les corriger ou de les exploiter pour pirater la machine. Ok? Et les entêtes de réponse, hein, euh, donc, on a des entêtes à la fois au niveau des demandes faites par notre navigateur, on a également des entêtes de réponse, celles qui sont renvoyées par le backend, le serveur. Ok? Donc, ça nous montre tous les entêtes que le serveur a renvoyées en réponse à notre demande, ceux qui ne peuvent pas être modifiés, hein, car on ne peut pas contrôler ce que le serveur nous renvoie, hein, à moins de l'avoir piraté déjà au préalable. Mais quand on fait du pentest applicatif, eh ben, c'est pas le cas. Ok? Donc, notez que cette section apparaîtra qu'après que vous aurez renvoyé une demande et reçu une réponse. Oui, ah bah, en effet, c'est ce que je vous disais. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça restait vide. Hein. Tant que vous avez rien envoyé, eh ben, vous avez rien. Ok? Je sais plus où c'est. Mais bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, il va falloir pratiquer. Là, on va se faire un petit exercice. Ok? Et on va se capturer ça. Donc le répéteur est mieux adapté au type de tâche où nous devons envoyer la même demande plusieurs fois, généralement avec de petits changements entre les demandes. Par exemple, nous pouvons souhaiter tester manuellement une vulnérabilité d'injection SQL, ce que nous ferons, et tenter de contourner un fil de pare-feu, hein, un WAF. Donc WAF, c'est pas le chien, hein, c'est Web Application Firewall. Et simplement ajouter ou modifier des paramètres dans une soumission de formulaire. Ok, donc on va prendre un exemple très simple. Je pars du principe que vous ne connaissez pas l'outil. On va utiliser répéteur pour modifier les entêtes d'une requête qu'on va renvoyer à notre cible, aka le backend, aka le serveur. Hein, serveur, donc bah, base de données et application web. Ok, donc on fait une demande et on l'envoie au répéteur. C'est fait. Donc ça, pareil, c'est fait. On y retourne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé et en effet, elle m'a répondu. Hein, j'ai la réponse. Donc on va voir ce qu'il nous demande. Alors, à l'aide de l'inspecteur, on va regarder flag authorized. Ok? Donc ça, ce qui est bien, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer deux façons. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire là, search, c'est possible. Là, il ne me le trouve pas. Donc, bah, on va aller dans l'inspecteur et on va également faire une recherche. Ok. Alors, on va repartir de zéro parce que là, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Ok.
Faut taper un endroit précis du point de terminaison, non, juste une requête en get. Euh, Ah, il faut l'ajouter, pardon. Bon, je suis bête. Ok, donc ça, qu'est-ce que je fais? Hop, on envoie l'intruder, hein, au repeater, contrôle R. Et là, vous voyez que maintenant, j'en ai deux. Ok? Donc ça, c'est celle d'avant, je la supprime et je passe à la deuxième. Ok? Ça deviendra pas un, ça restera deux. Ok? C'est normal, vous inquiétez pas. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a vu? Il faut ajouter quelque chose. Donc comment je peux ajouter ça, en fait? Ça, moi, je fais quoi? Je fais une requête. Ok? Donc ça sera au niveau des requêtes. Request header. On me demande quoi? D'ajouter hein, un flag authorize sur quoi? Sur true. Vrai. C'est un booléen. Ok? Je peux le faire comme ça, via l'inspecteur. Ok? On voit qu'il apparaît là. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Bah, tout simplement taper flag authorized, hein, deux points, espace, true. Ok? Ça revient exactement au même. Je vous montre deux façons de faire. Là, on l'envoie. Ok? Et en l'envoyant, on voit qu'en jouant sur ce paramètre, on lui a dit quoi? Le drapeau est autorisé, hein, et bah, automatiquement, le backend, là, nous donne le drapeau. Ok? Si je le repasse sur false, on n'a plus la réponse. Ok. C'est plus du tout la même réponse. Donc vous voyez bien, c'est tout le principe. On va faiser et que on va tester petit à petit toutes les paramètres. Donc d'où l'importance de bien connaître bah, tout ce qui tourne autour, hein, parce que vous pourrez pas faire du web app pentest si vous comprenez pas les protocoles, le réseau, comment fonctionne une base de données. Donc voilà, c'est complexe, on va pas se mentir, hein. C'est pas avec quelques tutos que vous allez maîtriser. C'est des années et des années d'expérience, hein. Mais comme je vous le dis toujours, plus tôt vous commencez, meilleur vous serez. Ok? Donc voilà, scène, je renvoie, boum, là, il nous donne notre flag. Parfait, on est content, c'est ce qu'on voulait. Donc là, on a vu comment modifier soit à l'aide d'inspecteurs, ou soit manuellement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un header, un en-tête, appelé flag authorized, et on l'a défini à true, la valeur. Ok, vrai. Donc maintenant, petit défi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, dans la tâche précédente, nous avons utilisé repeater pour ajouter un en-tête, comme je vous le disais, et envoyer une demande. Cela devrait servir d'exemple pour l'utilisation de repeater. Il est temps de se lancer un petit défi très simple. Donc là, une fois votre proxy désactivé, rendez-vous sur Product, essayez de cliquer sur certains liens, voire plus. Ok, est-ce que vous cliquez sur détails, ce point de vote est bon pour s'assurer. Entier, bon. Ok, donc, on coupe le proxy. Bravo. On coupe le proxy comment? Bah là, intercept on, ok, je coupe. Là, je coupe mon proxy. Je reviens dans le navigateur qui me sert quand même à faire mon attaque du milieu. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'apparemment, il y a un truc qui s'appelle Product. Products 3. Hein, c'est ça qu'il disait? Web design. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? On va pouvoir jouer sur les paramètres, vous avez bien compris. 4, c'est domaine. 5, c'est domaine. Et là, on joue sur quoi? Sur des entiers. Ok, des entiers relatifs. Si je fais -1, non, il se passe quoi? Ah ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va faire très très simple, hein, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. L'application attend des nombres positifs, de 0 à 9999. Ok, on s'en fout. Ok, c'est la limite supérieure. Mais en mathématiques, qu'est-ce qu'on a? On a les limites inférieures, les limites supérieures. Zéro, c'est notre médian. Ok? Zéro, c'est le milieu. Ok? Zéro, ben, comme les températures, exactement comme les températures, on parle en température, en centigrades. Ok? Zéro, hein, vous savez qu'à partir de zéro, ben, il commence à faire très froid. Et si on passe dans la partie négative, donc de 0 à -270, c'est le zéro absolu, je crois, de mémoire, eh ben, on sera dans la partie froide. OK? Et à partir du zéro au plus, hein, plus, je sais pas, il y a quoi? C'est les températures maximales, c'est quoi? 50, 60, 70 degrés?
sur Terre. Euh, Peut-être un peu moins, j'exagère. Mais vous voyez que l'analogie, c'est ça. Ok, c'est la partie positive. Donc là, si je dois faire cette même analogie un peu triviale, eh ben, l'application web, en fait, elle se dit, bah, moi j'habite sur Terre, et moi, dans ma région, il fait tout le temps entre 0, ok, et 30 degrés, ok? Mais l'application web, ça veut dire que le développeur n'a pas prévu que, eh ben, il pouvait faire froid. On pouvait descendre en dessous du 0. Et on voit bien que ça n'a pas été pris en compte puisque j'ai une erreur 500. Je viens de faire cracher l'application, code d'erreur 500, ok? Parce que j'ai fait quoi? Bah, j'ai utilisé une limite qui n'était pas comprise, ok? Lui, il attend quoi? 0, alors si je mets 999, peut-être ça. Ouais, 980, voilà, c'est dès qu'il y a un moins en fait, hein. Dès qu'il y a un négatif, ok? Et donc, quand vous êtes développeur, bon, le 404, il ne le trouve pas, parce qu'il n'y en a pas. Mais il y a peut-être un 30, je sais pas la limite maximale. Non, je sais pas, c'est peut-être 10. Non, même 10, il ne le trouve pas, donc il y en a moins que ça. Vous voyez, 9, 5, 5 il y a. Ok, donc on va de 0 à 5. Tout ce qui est au-delà de 6, c'est du 404, not found, ok? Et bah, sinon, si on passe dans le négatif, et bah, là, c'est la merde, ok? Puisque bah, visiblement, le développeur de l'application web n'a pas prévu qu'on teste bah, des choses bizarres, en fait. Et le but, quand on crée une application, quand on code, il faut penser aux limites. C'est le premier truc qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait des tests unitaires, des tests fonctionnels, hein. On va tester notre application dans tous les cas de figure, ok? Et donc, ça veut dire qu'on va donner des datasets, hein, à notre application. On va lui dire, bah, écoute, tu vas traiter telle information, et je veux m'assurer que dans tous les cas de figure possibles, ça marche. Le problème, c'est que là, quand l'application a été développée, on a oublié de tester eh ben, si l'utilisateur il rentre -10 au lieu de 10, ok? Eh ben, typiquement, ça fait planter l'application. -4, ça fait planter l'application. Si je mets juste 4, ça me redirige, ok, vers l'URL qu'il faut. Ok, ça me dit, bah tiens, les domaines, on peut te vendre des domaines en THM. Aucun problème. Ok? Donc on voit bien que là, tout a été testé dans le positif, mais la partie négative, eh ben, ça foire. Ok? C'est pour ça qu'on parle d'anti-relatif. Voilà, vraiment. Hein. Par rapport à 0. Ok? Donc ça, il faut bien que ça soit clair. Ok? On parle tout le temps comme ça. En termes en dev, ok? On va se servir bah, de nombres relatifs. Et vous voyez bien que mon application, hein, elle a quoi? Elle a une plage, hein, qui fonctionne de 0 à 4, 0 à 5. À partir de 6, 7, 8, 9, 10 dans la URI, on voit bien qu'est-ce qu'on a. On a techniquement, il n'y a plus de pages qui sont disponibles. Par contre, le testeur, le développeur, pendant ces tests, aurait dû tester des nombres relatifs qui sont négatifs. Ok? Et avec du négatif, on voit bien que ah ouais, ça fait planter l'application. Ok, donc ça, j'espère que c'est clair aussi. Hein, on compare tout le temps des entiers relatifs. Ok? 0, c'est le milieu. Ok? Soit on est dans le négatif, après, soit on est dans le positif. Hein. Donc, comparer les entiers relatifs, on peut utiliser la droite numérique pour comparer les entiers relatifs. Plus un nombre se trouve à droite, plus c'est grand. Ok? Plus il se trouve à gauche, plus c'est petit. Ok? C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'avoir fait de mathématiques. Hein. C'est vraiment simple à comprendre. Ok? Donc ça, c'est bon, on est pas mal. Maintenant, on va continuer, ok? Donc visiblement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que, bah ouais, 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 hein, un entier valide, mais s'il n'est pas valide, bah ça fait planter l'application, ok? Et nous, qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire peut-être qu'on va pouvoir trouver une faille, hein, et contourner un système de protection, contourner le pare-feu de l'application web, pirater l'application web. Ok? Pourquoi il va pas me la valider? Eh, des fois, il est en train de me rendre fou.
C'est vraiment bugué, quoi. Ok, maintenant on va se faire une SQLI. Ok, on va voir un petit peu comment ça se passe dans la place. Donc cette tâche contient un défi supplémentaire, ce qui signifie qu'il s'agit d'une application légèrement plus difficile et réelle pour Bird Repeater. Techniquement, on va se servir très souvent en effet de Repeater pour faire des injections. Ok, plutôt que de les faire manuellement, on va automatiser, hein, et ça va nous permettre de récupérer franchement beaucoup plus de détails et d'avoir une vision beaucoup plus objective. Ok? Donc les SQLI, je vous en ai un peu parlé, on en refera. Je sais pas si j'ai fait cette salle là, hein. On va aller voir. Mais on va faire très très simple, hein. Il existe une vulnérabilité d'injection union, ok? Donc quand on fait des union base, on va faire des unions. Comment vous l'écrire le plus, hein, plus succinctement, ok? Donc on va faire très simple, on va pas rentrer dans les détails. La commande union permet de mettre bout à bout les résultats de plusieurs requêtes utilisant elle-même la commande select, ok? Select va nous permettre de sélectionner. En base de données, on va faire très très simple, ok? Mais on a donc les unions, et l'union, ça je peux vous le montrer, pas besoin d'être expert SGBD, mais très simplement, ok? Voilà. Ok, donc on fait des jointures en fait. Les jointures vont nous permettre d'aller requêter, hein, sur différentes tables de différentes bases de données. Ok, c'est pour ça qu'on parle de bases de données relationnelles. On va faire des relations entre les bases de données et les tables. Ok, mais là parlons de l'union. Ok, je vais combiner quoi? Eh ben, je vais combiner plusieurs lignes en fait, deux requêtes différentes. Ok? Donc, qu'est-ce que ça va me faire? Je vais faire une requête à gauche, une requête à droite, et le résultat, eh ben, c'est le milieu. Ok? L'intersect. Non, c'est le tout, pardon. Ok? À l'inverse de l'intersect, où là c'est l'intersection, ça sera que la partie verte. Hein? Ça c'est faux, ça nous intéresse pas. Et à l'inverse, on peut faire un except. Alors l'except, quelle est la différence? Eh ben la différence, hein, c'est qu'on garde tout ce qui est à gauche, hein, au niveau de la requête, et rien n'est inclus ce qui est à droite. Ok? Donc les résultats, quoi qu'il en soit, ça nous permet de récupérer, hein, soit le centre au niveau de l'intersect, soit l'union, le plus courant. On va combiner, hein, les colonnes et les lignes, pardon, et on va garder par exemple que là, faire un except, une exception. Ok? Garder que la partie de gauche, pas la partie de droite. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des jointures, hein, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement technique, mais c'est le principe, oui, de mettre parent-enfant, en fait, hein. Et grâce à ça, on va pouvoir justement aller requêter et récupérer que les informations qui nous intéressent. Ok? Des fois, on voudra que le A. Là, je veux l'accept, hein, je veux le B avec une partie de l'union, enfin de l'union et de l'intersect. Ok? Là, je veux que de l'intersect, etc., etc. Ok? Donc, je rentre pas dans les détails parce que, faut pareil, hein, apprendre le SQL, être administrateur base de données, c'est des années d'études. Je prétends pas vous apprendre ça. Mais voilà, grosso modo, on va faire très très simple, hein. Et je vais regarder si j'ai pas fait. Ouais, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Donc, si vous voulez en apprendre plus, hein, faites-vous, il est gratuit. Le SQL Injection, hein. Ça vraiment, va falloir maîtriser, quoi, hein. Faire des requêtes simples en SQL. Ok? Je vous ai fait une vidéo, je crois d'ailleurs, sur ce CTF. Ok. Donc, ok. Bon, bref. Donc, dans le paramètre, il y a quoi? Notre paramètre est passé en paramètre. Là, on a quoi? On a about ID. Ça, c'est le point de terminaison. On attaque tout le temps un point de terminaison. Et le but, ça va être de récupérer les notes du PDG qui sont stockées en base de données. Donc, about ID. Ok. L'ID, on le fait varier. On a vu qu'on pouvait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est sur le 2. Ok. Donc, on va relancer notre attaque. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Je passe en interception. Je reprends mon interception. Ok? Je tape. Ok? Ça intercepte.
Non, ça n'a pas intercepté. Pourquoi ça n'a pas... Alors, je réactive le proxy. Voilà. Et on va voir Oliver. Oliver CEO. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a typiquement, on a récupéré la requête. OK. Et maintenant, je voudrais aller sur la 2. Je sais pas pourquoi elle tape pas sur la 2. Non, elle veut pas taper sur la 2. Pourquoi elle veut pas taper sur la 2? About, OK. About, c'est OK. Et 2, bien sur la 2 là. About 2. OK. Donc, on va se l'envoyer sur le repeater. OK. Et maintenant, on va lancer notre attaque SQL. OK. Donc, si on revient à ce qu'il nous disait, hein, on a quoi? Techniquement, on va pouvoir tester avec une simple apostrophe et ça va provoquer une erreur du serveur avec une simple injection SQL en fait, hein. Donc on peut se servir d'inspecteur, on peut modifier manuellement la requête. Ok, c'est ce qu'on va faire, on va voir. Et vous allez voir que là, le serveur il se dit quoi? Il y a un commentaire, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus. Ok, ça, ça passe. Le serveur répond sans aucun problème. Je modifie. Ok, 500. Internal error. Ok, donc déjà on voit, il kiffe pas. Ok, il kiffe pas du tout. Donc continuons. Ok, erreur de serveur interne 500, hein. Ça, on voit que ça a cassé la demande, hein. Ça fonctionnait avant, il nous répondait, là, il nous répond plus. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire justement une injection, hein, et on va se faire une union SQL. On va voir comment faire ça. Ok? Donc si on regarde le corps de la réponse du serveur, on voit quelque chose de très intéressant au niveau de la ligne 40. Le serveur nous indique que la requête que nous avons, le serveur nous indique la requête que nous avons essayé d'exécuter. Ok? Donc là, invalid statement. Donc on a un problème d'équilibrage. Ok? Il va falloir équilibrer la charge utile de l'injection SQL. Ok? Et on va pouvoir la lancer. Donc il nous dit quoi? Il nous dit select, hein. Donc là c'est pareil, je peux vous montrer. Si je fais un select, hein, vous voyez, ça vous fait gagner un temps fou. Ok? Donc on a quoi? Invalid statement, on est d'accord, hein. Il nous dit, t'as voulu sélectionner quoi? First name, last name, donc nom, prénom. Ok? PF, P-Link, rôle et bio. OK? Ou people, l'ID est égal à 2 avec l'apostrophe. OK? Et techniquement, qu'est-ce que ça fait? C'est exactement ça. Qu'est-ce que fait notre site web? Que vous compreniez bien. Quand je change, je passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit que c'est quoi? Eh ben, c'est le point de terminaison qui change au niveau de l'ID. OK? L'ID devient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comment s'affiche le site web? Bah, le site web, il charge la photo, hein, du bon utilisateur. Il affiche quoi? Prénom, nom et le titre. Ok? Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que nous dit la base de données? Elle nous dit, écoute, tiens, en principe, si tu veux bien afficher le site web, eh ben, ça va afficher le first name. Bah ouais, on l'a là. First name, par exemple, ça sera quoi? Ça sera John Jameson. Last name, ça sera quoi? Wolf. OK? PF Link Role Bio, eh ben, ça sera co-founder and CEO. OK? Et from people. Ça, eux, tous ceux-là, là, tous ces utilisateurs, ils sont dans une table qui s'appelle people. OK? Et après, en fonction de l'ID, eh ben, qui est chargé, je vais me balader, voilà, soit là, soit là, soit là, etc., etc. Vous avez compris. OK? Hein, je vais me balader. Là, ça, c'est ID 2, ça me charge sa bio à partir de la base de données. On est d'accord? Je vais dans l'ID 3, ok? La base de données, hein, charge tout dans l'application web, ok? Et c'est exactement ça. Et on voit tout ce qui nous intéresse, hein, comme on a vu, first name, last name, pflink, role, bio, ok? Role, bio, pflink, ça doit être ça. Ça, c'est bah, la bio, enfin, bref, vous avez compris, ça charge tous les éléments de la base de données. On va faire simple, on va arrêter de se prendre la tête. Donc c'est un message d'erreur extrêmement utile, hein, parce que le serveur ne devrait absolument pas nous envoyer, hein. Là, on récupère des détails déjà en base de données, ok?
et c'est extrêmement sensible, puisque on sait qu'on peut aller maintenant requêter et qu'on a des colonnes hein, et une table qui s'appelle People. Ok? Donc on commence à faire de la RICO. La table de base de données s'appelle People, pardon. La requête sélectionnée, on a 5 colonnes, ok? First name, last name, pflink, role, bio. Hein. On peut deviner où ceux s'inscrivent dans la page, hein, comme je vous le disais, ce qui serait utile lorsque nous choisirons où placer nos réponses. Ok, donc là, on commence déjà à faire de la reconnaissance et trouver notre vecteur d'attaque. Ok, donc on connaît maintenant le nom de la table. Ok, on a vu que c'était people. Nous pouvons utiliser une requête d'union pour sélectionner les noms des colonnes hein, pour people à partir de colonnes hein, dans le tableau Information Schema, ok, qui est la base de données par défaut en MySQL. Ok, donc une requête simple pour cela est la suivante. Donc on part à partir du point de terminaison about 0, ok. Très simplement, on va faire quoi? On va aller sur le about 0, ok. No entry found with that ID. Mais c'est normal. Une table composée donc plusieurs tables dans une base de données. Une base de données, c'est quoi? C'est des tables. Et des tables, c'est quoi? C'est des colonnes, ok? Et des lignes. Exactement comme un tableur Excel. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos colonnes. On part de 0 jusqu'à 5. On prend nos colonnes et on va lui demander, tu m'affiches toutes les lignes. OK? Et qu'est-ce que ça va faire? Vous avez bien compris, on va récupérer et exfiltrer toutes les données qui sont présentes dans la base de données. OK? Via le serveur web. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un union all. OK? Donc faire un union sur tout. Hein. Select. Tu vas me sélectionner quoi? Je veux le nom des colonnes. Hein. Et après, je vous disais, il y a une histoire d'équilibrage. Ok? Le principe, comment vous expliquer? Ben non, allez voir mon CTF sur les SQLI, je vous explique tout ça. Honnêtement, je ne veux pas reprendre Simon. Il y en a pour une demi-heure. Mais grosso modo, on fait un équilibrage. Ok? Une charge utile SQLI, il faut à la fois l'équilibrer à gauche et à droite. Ok? Qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Je vous ai dit qu'on parle de gauche et de droite. Ok? Et ben c'est le même principe. Ok? Il faut que j'équilibre ma charge utile, mon payload, pour que ça puisse fonctionner. Donc, le payload, c'est quoi? Eh ben, ça, c'est la partie gauche, égal, c'est mon centre, tout ça, c'est la partie droite. Donc je vais devoir jouer sur ces paramètres. Ok? Donc moi je récupère en gros la première colonne et après je fais nul, 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 nul. Ok? Parce que j'en veux pas, mais ça va permettre le bon formatage. Ok? Et from, à partir de, je veux quoi? Eh ben, récupérer toutes les colonnes, ok? De quoi? De l'information schema. Et l'information schema, c'est la base de données. Ok? Donc je demande quoi? Un union de toutes les colonnes, formatage, à partir de quoi? Toutes les colonnes qui sont comprises dans quoi? Dans la base de données. Ok? Ou quoi? Eh ben, ou le nom de la table s'appelle people. Pourquoi? Bah parce que c'est dans people que j'ai tous les utilisateurs de la boîte. Hein. People, j'ai Bobby, j'ai Oliver, j'ai Ramira, j'ai Byron, j'ai Larson, j'ai Derek. Ok? Moi, je veux voler les informations du CEO, du PDG. Ok? Donc, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va s'envoyer cette requête. Ok? Et on va voir tout simplement si elle fonctionne. Ok? Donc, cela crée une requête d'union et sélectionne notre cible, puis quatre colonnes nulles pour éviter que la requête se trompe. Ce que je vous disais, c'est pour le formatage. Notez que nous avons également modifié l'ID. Hein, en sélection à partir de 2, on le passe à 0. En définissant l'ID sur un numéro non valide, nous nous assurons que nous récupérerons rien avec la requête d'origine légitime. Cela signifie que la première ligne, hein, renvoyée par la base de données, sera la réponse souhaitée de la requête injectée. Ok, sinon ça va nous faire des doublons et ça va venir pourrir euh, comment dire notre requête, ok, notre réponse. Donc nous on travaille tout le temps à partir de 0, comme je vous le disais là dans le supérieur. Ok. Donc le nom de la colonne ID dans le titre de réponse, là on a notre requête qui est formatée, hein, et on va voir en parcourant la réponse, hein, on verra l'ID qui a été inséré, ok, dans le titre de page.
Donc on va faire ça. Copier. Copier. Là, about 2, je lui dis ouais c'est cool. Attends, attends, attends. À partir de la racine, tu tapes là-dedans, moi je te dis. Voilà. Ok? Donc on voit que ça n'a plus rien à voir. On est en train de faire une attaque par injection. Hein. J'injecte au niveau du point de terminaison, et ben là, une faille SQL. En tout cas, j'essaie d'attaquer via une injection SQL. Ok. Donc là, il nous dit 200 OK. Hein, il a l'air de kiffer. Hein. Il a l'air de kiffer. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On va peut-être aller voir là-dessus. About ID none. Voilà. Title, about ID none. Ok. Je vais encore modifier parce que c'est encore trop petit. Ça me saoule. Display 17. C'est trop petit, putain. Caractère 7. Trop petit. Ok. On y voit un peu mieux déjà. Ok. Donc on a notre about ID none. Hein. Donc il commence à répondre. Donc c'est pas mal. On est en train de pousser la base de données à la faute. Ok? On voit qu'elle commence à nous répondre. Elle nous dit pas c'est bizarre là, t'es en train de m'injecter une faille. Je kiffe pas. Je te coupe les communications. Ok? Donc maintenant, il faut qu'on continue de crafter notre injection. On est sur le bon chemin. Donc on a réussi à extraire le nom de la première colonne de la base de données. Mais on a quand même un problème. Hein. La page n'affiche que le premier élément correspondant. About, ID, none. OK? Donc nous, on veut tous les éléments correspondants. OK? Donc on va regrouper les résultats. OK? Hein, on, nous ne pouvons toujours récupérer qu'un seul résultat à la fois. Mais on peut utiliser groupe concat, concaténation des groupes, hein, et ça va permettre de fusionner tous les noms de colonnes en une seule sortie. Donc quelle est la différence? Ok? Eh ben c'est notre groupe concat colonne name. Hein. Il y a juste ça qui va changer et on lui dit bah là tu nous fais une concaténation des colonnes. Le reste de la requête est strictement identique. Ok? Donc on lui dit quoi? Hein? Groupe concat, hein? Et on le passe en paramètre. Donc, entre parenthèses. OK? Donc là, ça va demander la concaténation de l'ensemble des noms de colonnes qui sont présentes dans la table people, hein, de la base de données. C'est parti. Oh, et là, on voit que ça fonctionne. Hein. On a pu. Alors, il y avait le about. Avant, on avait ID none. Maintenant, on a ID first name, last name, PF, link role, short role, bio, nuts, none. OK? Donc, quelle est la différence entre les deux requêtes? Eh ben, tout ça, ça n'y était pas. Avant, on avait about, ID, none. OK? On voit qu'avec notre groupe concat, on commence à péter la base de données. OK? Et on va continuer de la péter. Donc, on voit que ça fonctionne. Hein. OK? Nous avons identifié avec succès 8 colonnes de ce tableau. OK? Donc, tableau, table. Appelez ça comme vous voulez. Hein. Tableau, table. C'est pareil. Donc, ID, first name, last name, PF link, role, short role, bio, nuts. Hein, comment dire en anglais? Donc, fort à parier que notre colonne cible, c'est quoi? C'est les notes. Hein. Si je veux récupérer des informations pertinentes, je vais peut-être taper dans notes. Donc, je veux quoi? Je veux attaquer la table people. Je veux le nom de la colonne cible, c'est note. Hein. Et l'ID du PDG, eh ben, c'est 1. Ok, c'est Jameson Wolf. Parce qu'on l'a vu quand on se baladait dans About sur le site. Je vous ai dit, hein, 0 c'est rien, 1 c'est le PDG, 2 c'est l'autre, etc., etc. Les 5 ou 6 personnes qu'on a vues. Ok? Donc, comment je peux faire cette requête? Je vais lui dire, écoute,
hein. On part à partir de zéro. Je veux quoi? Un union, hein, parce que je vais récupérer, comme on a vu, on va faire un union pour récupérer plusieurs choses, ok? Union All, donc la jointure, enfin l'union, la jointure, oui, on peut parler de jointure. Je vais tout prendre, hein. Je veux sélectionner quoi? Je vais faire un select sur quoi? Sur notes, ok? Après, on l'a vu, on a quoi? On a vu quoi? Pourquoi on faisait ça? On l'a vu là. On l'a vu là, il nous disait quoi? Il nous disait quoi? First link, paid link, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. 4 colonnes nulles. Ok? Donc il nous faut 4 colonnes nulles et on modifie et on part à partir de zéro. Ok? Donc je ne fais que répéter ce que je vous ai dit. Ok? On part à partir de zéro. 4 colonnes nulles. Cette fois-ci, on prend note. On n'a pas besoin de concaténer. From, on veut quoi? Bah, people, le nom de la table, hein. Une requête SQL, enfin, c'est très simple. Très simple. Ça dépend. Ça, vous allez, déjà, vous avez le délimitateur. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez votre jointure, ok? Un union, tout ce que je vous ai montré là, ok? On va pouvoir caler un union, on va pouvoir faire un insert, un except, ce que vous voulez. Ensuite, on utilise quoi? On utilise select. Select étoile, je vais tout sélectionner, tout prendre, hein. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est là. Ça, c'est une requête très simple, ok? Qu'est-ce que je veux? Je veux sélectionner wildcard, tout, from, c'est tout le temps à partir d'une table. La table, là, elle s'appelle utilisateur. Et après, je mets mes déclarations, ma condition. Ou, ou username est égal à Toto le hacker. OK? Et là, ça va mettre Toto le hacker, etc., etc. Vous avez compris. Ça, c'est une requête très simple. Mais c'est toujours avec un select, quelque chose ou wildcard, from une table, hein, ou plusieurs tables, where avec une condition. OK? Certains sont obligatoires, hein, le select from, d'autres sont facultatifs, ok? C'est le where, ou quand, comment, enfin bref, on va utiliser des conditions, hein, c'est le principe de condition, exactement comme en programmation, et on appelle ça une déclaration. Revenons à notre exercice, ok? Where ID, là c'est ma condition, je veux quoi? Que l'ID soit égal à 1. Pourquoi? Parce que le PDG, il est sur 1. Comment je sais ça? J'y retourne. PDG, CEO, 1. Ok? Donc on va se prendre ça, et vous allez voir que ça fait parfaitement le taf. Ok, IG1, get, tout ça. Sauf que là, bah, je suis pas dans le chemin. Donc, à mon avis, ça va merder. Il fait un get about 0, 1. Ok, c'est dans le about, j'ai oublié. Donc, get about 0 union select. Ok? Et là, on voit qu'on récupère bien les données, hein. On a notre flag. Donc, bah, de l'extérieur, on a pu quoi? Grâce à une attaque union select, hein, faire quoi? Exfiltrer des données à partir de quoi? D'une application web, d'un serveur web qui est relié à quoi? À une base de données, le backend, une base de données SQL, et j'ai pu, en passant par l'application web hébergée par le serveur web, attaquer la base de données et exfiltrer les données. C'est ce que nous permettent de faire les injections de failles SQL. Ok? Donc voilà, c'était une petite démo, présentation succincte bah de Repeater. Ok? C'est loin d'être terminé, je vous ai dit, il y a encore des heures et des heures de cours sur BurdSuite. Ok? Donc ça, c'était les 2 salles gratuites que vous pouvez faire avec moi. Les autres salles sont VIP, donc il vous faudra un abonnement, mais on va continuer à
tout voir, ok? Le seul truc, c'est que vous pourrez pas faire le CTF si vous n'avez pas d'abonnement, ok? Mais en tout cas, moi, je vais continuer à vous terminer. On a encore 3 cours sur Burp Suite Intruder, je crois. Donc, il y a encore quelques heures de module là-dessus. Ok, donc ça, c'était Repeater, hein. J'espère que maintenant, comme ils nous disent, vous comprenez mieux comment utiliser Repeater pour éditer, manipuler, renvoyer une demande, ainsi que d'avoir des idées, hein, au niveau des applications pratiques qui vont nous permettre d'attaquer, de découvrir des failles euh, et de les exploiter. Voilà, donc prochaine étape, ça sera Burp Suite Intruder. Ok, l'intrus. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.